Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, Mohamed Bazoum élu président du Niger. Le candidat du parti au pouvoir a été élu lors du second tour du scrutin présidentiel avec 55,75% des voix selon les résultats provisoires de la CENI. L'opposition dénonce des fraudes et revendique également la victoire. L'ONU a rendu public son récent rapport sur la situation en Centrafrique, un rapport qui relève une augmentation de plus de 60% des violations des droits de l'homme dans le pays entre octobre 2020 et février 2021. Et puis, découverte en fin d'édition de l'école de la sagesse à Kinshasa, à l'initiative Christian Bossembe, journaliste de formation. Son objectif, venir en aide aux jeunes touchés par le chômage. Mais tout d'abord, 1266 dossiers de candidature ont été retenus pour les élections législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Parmi les candidats, on retrouve entre autres 255 politiciens issus du RHDP, la coalition au pouvoir, 136 du PDCI, parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, et 66 du FPI, parti de l'ancien président Laurent Gbagbo. Ces législatives doivent aboutir à l'élection de 255 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale ivoirienne. Au Niger, les résultats provisoires annoncés par la Commission électorale nationale et indépendante donnent Mohamed Bazoum vainqueur du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 21 février dernier. Le candidat du PNDS a remporté 55,75% des suffrages, devançant l'opposant Mahaman Ousmane qui a obtenu 44,25% des voix. Des chiffres déjà contestés par le candidat de l'opposition. Le point avec notre correspondant Adolise Mokhtar. Le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, est déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle au Niger. Il l'a emporté avec 55,75% des voix face au candidat de l'opposition, Mahaman Ousmane, qui a recueilli 44,25%, consacrant ainsi le premier passage démocratique du pouvoir entre un président démocratiquement élu et un autre. Plus de 4 684 000 sur les 7,5 millions d'électeurs nigériens inscrits se sont déplacés pour ce second tour, soit un taux de participation de 62,91%. Les résultats, je le précise, sont provisoires et doivent être soumis à l'analyse de la Cour constitutionnelle qui, elle, proclamera de façon définitive ces résultats. Dénonçant un hold-up électoral, des manifestants de l'opposition qui contestent les résultats se sont opposés en plusieurs endroits de la capitale aux forces de l'ordre. L'opposition indique avoir observé des graves manquements lors du scrutin, dont entre autres la substitution des PV issus des bureaux de vote par des PV préétablis, le vol d'urnes, les menaces et intimidations des électeurs. Du côté du parti au pouvoir et de ses alliés, l'heure est à la fête. Au siège national du PNDS Tareya, le président élu Mohamed Bazoum a tendu la main à son challenger pour faire face ensemble aux défis majeurs du pays. Une fois investi président de la République, je consoliderai ainsi que le dit mon slogan de campagne, le travail accompli pendant 10 ans sous l'autorité du président Issoufou Mahamadou et j'avancerai dans le sens des objectifs que j'ai soumis au peuple dans le cadre de mon programme électoral. Je connais parfaitement mon pays, j'ai une grande connaissance de l'État. Je me sens en état d'assumer cette fonction que le peuple a décidé de me confier. Je l'assumerai. Loyauté et probité. Je serai un président de tous les Nigériens sans En attendant une déclaration officielle de la coalition des partis membres de l'opposition soutenant Mahaman Ousmane qui ont déjà annoncé rejeter les résultats proclamés par la CENI, la situation reste tendue dans la capitale Niamey, où à plusieurs endroits, des manifestants qui ont érigé des barricades et brûlant des pneus ont été dispersés avec des jets de gaz lacrymogène par les forces de sécurité.
Les tensions politiques croissantes en Somalie inquiètent les Nations Unies. Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni par visioconférence le 22 février, a réitéré son appel à un consensus entre toutes les parties prenantes pour la tenue d'élections dans l'intérêt de la nation. Un sujet de la rédaction. Le climat de tension qui prévaut en Somalie était au menu des discussions du Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en visioconférence ce lundi 22 février. Lors de ce rendez-vous trimestriel inscrit à l'agenda de l'organisation, le bureau a invité toutes les parties prenantes au dialogue et au compromis afin de trouver une issue à l'impasse politique dans l'intérêt du pays. Les tensions politiques croissantes menacent les progrès de l'édification de l'État somalien et même la sécurité à moins qu'elle ne soit résolue par le dialogue et le compromis dans l'intérêt du pays. Malheureusement, nous assistons plutôt à une augmentation des tactiques de pression et des tests de force qui ne peuvent qu'accroître les risques. L'impasse politique entre les principaux dirigeants somaliens a bloqué la mise en œuvre du modèle électoral convenu par le président du gouvernement fédéral somalien et les dirigeants des États membres fédéraux le 17 septembre 2020. L'accord du 17 septembre prévoyait la tenue d'élections législatives en décembre 2020 et l'organisation de l'élection présidentielle le 8 février 2021. Mais un retard dans le choix des nouveaux législateurs a repoussé cette échéance. La question du maintien au pouvoir du président Mohamed Abdullahi Mohamed, dont le mandat constitutionnel a expiré sans que des élections n'aient été organisées, est source de tension. Une tension qui s'est illustrée le 19 février par des échanges de tirs et plusieurs incidents violents en marge d'une manifestation de l'opposition. Malgré les événements récents, l'invitation du président aux deux autres dirigeants d'États membres est sans délai, parce que la reconstruction d'une Somalie inclusive, progressiste et prospère est fondamentale pour tous les Somaliens. Le gouvernement s'est engagé à honorer ce noble objectif en tenant des élections libres et équitables tout en continuant à protéger la santé physique et l'avenir financier du peuple somalien. En plus des tensions politiques, le Conseil de sécurité de l'ONU s'inquiète également de la crise humanitaire qui s'annonce à cause des inondations, des invasions de criquets pèlerins et de la pandémie de Covid-19. 5,9 millions de Somaliens auront besoin d'une assistance d'urgence en 2021. La situation politique et sécuritaire est également critique en Centrafrique. Le nouveau rapport du secrétaire général des Nations Unies sur le pays vient d'ailleurs d'être rendu public. Antonio Guterres, qui a épluché les événements survenus depuis le 12 octobre 2020 et fait le point sur la période pré- et post-électorale, fait état d'une escalade des violations des droits de l'homme, des violations imputables aux groupes armés, mais aussi aux agents de l'État. Les précisions avec Kaïssa Toubari. Dans un nouveau rapport sur la situation en Centrafrique récemment rendu public, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, estime qu'il était essentiel que les élections se tiennent dans les délais constitutionnels. Selon le rapport, la violence électorale a entraîné une hausse de plus de 60% de violations des droits de l'homme entre octobre 2020 et février 2021. L'ONU, par la voie de la MINUSCA, avait garanti la sécurisation de l'ensemble du territoire avant les tenues des élections, accompagner les différents candidats, que cela soit au niveau législatif ou présidentiel. À partir du 22 décembre, il y a eu des blocus par les groupes armés. Donc, les électeurs n'ont pas pu avoir accès aux urnes. Les candidats n'ont pas été dans leur circonscription pour cette tenue des élections. Donc, pour moi, ça a été un échec total de la part de l'ONU. Le secrétaire général plaide donc pour le renforcement de la gouvernance du secteur de la sécurité. Il recommande également l'augmentation des effectifs de la mission onusienne de 2750 militaires et 940 policiers, ce qui porterait au total la mission à plus de 17 000 casques bleus. Les forces armées centrafricaines appuyées par les forces rwandaises et les forces russes sont en train de récupérer la quasi-totalité des villes occupées par les groupes rebelles. Donc la priorité des priorités aujourd'hui, pour demander à n'importe quel centrafricain, c'est vraiment de rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire pour que les centrafricains vaquent librement à leurs besoins. Nous allons vers le second tour des élections législatives du 14 mars. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il faut que les différents candidats et les différents électeurs puissent
avoir accès dans les urnes et aussi dans les circonscriptions. Le rapport souligne en fait l'aggravation de la crise humanitaire. Depuis la mi-décembre, environ 240 000 personnes supplémentaires ont été déplacées suite aux violences liées aux élections. Les incidents contre les acteurs humanitaires ont également progressé. En janvier 2021, 66 incidents ont été répertoriés, le plus grand nombre jamais enregistré, selon le rapport. Également dans l'actualité, le Soudan a officiellement accepté mardi 23 février d'adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Adhésion qualifiée d'historique par le ministre soudanais de la Justice, Nassir Eddine Abdul-Bari. En effet, la dernière adhésion du Soudan aux accords internationaux remonte à 1986. Direction la République démocratique du Congo, à présent où le chômage, un fléau qui gangrène la société, touche environ 60 à 70% des jeunes. Problème auquel le journaliste de carrière Christian Bossembe a décidé de s'attaquer. Son objectif, sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat à travers l'école de la sagesse. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est une école pas comme les autres. Sur l'avenue Kigoma 120 dans la commune de Lingwala à Kinshasa, les jeunes se donnent rendez-vous tous les dimanches. Ici, ils assistent aux enseignements de Christian Bossembe, un motivateur, initiateur de l'école de la sagesse. Son but est de faire comprendre aux jeunes qu'ils sont les principaux acteurs de leur vie. Mais étant donné que l'homme, quand il ne connaît pas, il cherche des raisons dans l'ignorance, dans l'obscurité, dans le diable, et ça nous a retardé. On a eu une mentalité de disculpation au lieu d'avoir une mentalité de responsable. Voilà pourquoi moi je pensais qu'il fallait recommencer avec les jeunes et leur dire: vous avez encore une vie à gagner, arrêtez le chemin d'acquisition, prenez le chemin de la responsabilité. Plus loin, dans la commune d'Ngiringiri, Paul Mbumba a créé son établissement dénommé Mbooms qui s'occupe de la bureautique. Diplômé en informatique, il est resté des années sans emploi. De l'école de la sagesse, il tire son épingle du jeu et réussit à mettre en place cette structure qui emploie 6 jeunes. Tous s'en sortent plutôt bien dans un pays où le chômage touche environ 60 à 70% des jeunes. Je revois toujours la stratégie qu'elle nous a donnée depuis très longtemps et me pose la question de savoir dans ton téléphone tu as combien de numéros. Je dis j'ai plusieurs numéros, plus de 100 contacts. Elle me dit mais sélectionne 10 ou 20 personnes à qui tu vas parler de ton projet et tu verras que Dieu finira par toucher quelques personnes qui pourront te prêter main forte pour lancer ton activité. C'est comme ça que je vais faire l'exercice. L'école de la sagesse récolte un réel succès et prend de plus en plus d'ampleur. Les jeunes viennent des 4 coins de la capitale pour assister aux enseignements de Christian Bossembe, journaliste de carrière. Dans les réseaux sociaux, cette école est suivie par des milliers d'internautes. Pour les observateurs, l'État devrait s'appuyer sur les initiatives du genre en vue de stimuler les jeunes et les soutenir dans l'entrepreneuriat. L'actualité sportive pour terminer. La phase éliminatoire du FIBA Afrobasket se poursuit. 8 équipes ont déjà décroché leur ticket pour cette compétition qui se tiendra dans 6 mois au Rwanda. Le récit de cette deuxième journée de qualification à suivre dans ce sujet d'André Mekinda. La deuxième journée comptant pour les qualifications de l'Afrobasket 2021 prévue au Rwanda du 24 août au 5 septembre s'est jouée avec plein de révélations. Dans le groupe B, le Sénégal et l'Angola qualifiés depuis vendredi ont connu des forfaitures diverses. Dans le premier tableau de la journée du groupe C, la Côte d'Ivoire qualifiée a battu finalement la Guinée équatoriale par un score de 93 à 50 points. Les Sénégalais, quant à eux, ont dominé en fin d'après-midi le Mozambique par 84 points à 43. Oui, ça fait plaisir, d'autant plus que dans notre équipe, il y a beaucoup de jeunes, pratiquement les 50 voire 60% de l'équipe où c'est leur première campagne ou c'est leur deuxième campagne. La Guinée équatoriale, qui prend une deuxième défaite après son forfait contre le Cameroun, devra tout donner pour le dernier ticket de cette poule lors de la dernière journée. Et on espère qu'aujourd'hui, ça nous servira pour que demain, on soit une fois de plus compétitif face à une très belle équipe de Guinée, qui sera très motivé aussi parce que s'ils nous battent,
ils seront qualifiés pour l'Afrobasket. Donc, le Cameroun, très attendu, signe son entrée avec son premier match joué dans cette phase de qualification et s'impose face à la Guinée, 98 points à 67. Donc aujourd'hui, on a eu quand même l'occasion de voir l'équipe du Cameroun s'exprimer. On a eu l'occasion de voir des nouveaux joueurs faire leur entrée au sein de cette équipe. Donc en allant compartiment après compartiment, on s'est aperçu qu'on a une équipe assez soudée dans tous les compartiments. Après leur défaite encaissée contre le Sénégal vendredi, les Kenyans avaient promis de se battre jusqu'au bout. Ils croyaient en leur chance de renverser l'Angola, sacrée 11 fois championne continentale. C'est précisément ce qu'ils sont parvenus à faire en triomphant 74 à 73 samedi. Le tir inscrit au buzzer par Taylor Ongwaye a non seulement permis de vaincre l'Angola, il a aussi surtout offert à son pays la qualification pour le FIBA Afrobasket 2021, une compétition à laquelle le Kenya n'a plus participé depuis 28 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.